On est de retour sur la chaîne Basket Session pour un nouvel épisode du CQFR. Chat, il y avait quoi? 6 matchs, je crois, au programme la Ouais, nuit dernière. Ouais, c'est ça, tout 6 à matchs fait. qui se sont disputés. On a de nouveau eu des matchs à Los Angeles. Les Clippers et les Lakers ont reçu les Spurs et le Heat. On peut peut-être commencer par le Spurs-Lakers, à moins que tu veuilles. Allez, non, allez. Non, c'est bien. C'est bien? OK. Allez, c'était le dernier match qui s'est disputé cette Ouais. nuit. Victoire de San Antonio sur le parquet de Los Angeles, 126-102, avec 23 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres de Victor Wembanyama. Ouais, les Spurs qui enchaînent en allant battre du coup les Lakers à Los Angeles. Ouais, beh, je me suis connecté sur le match, il y avait +10 je pense pour les Lakers. D'ailleurs, je crois que je t'ai envoyé un message à ce moment-là et puis, bah, derrière, rafale, il y avait plus d'équipe en face. Enfin, les Lakers, se sont mis à perdre des ballons de manière, comme une équipe super jeune qui a aucune expérience et je vise pas que LeBron qui a perdu beaucoup de ballons, hein, mais 7 pertes de balles, il me semble, pour LeBron. Ils se sont mis à totalement déjouer, à prendre des tirs qui avaient aucun sens et en face, les Spurs tranquilles sur des contre-attaques, des petits dunks de Victor, des gros dunks de Devin Vassell aussi qui a fait un bon match et le match a totalement basculé. Les Lakers sont jamais revenus dans le match et encore une fois, je les ai trouvés assez décevants dans cette rencontre. Alors peut-être que le tout début de match que j'ai manqué et où ils étaient à l'aise, je sais qu'Anthony Davis a fait un très bon début de match. Il a été un peu Mmh. celui qui a surnagé ensuite, de ce que je voyais, mais c'est assez décevant. Bon, il peut y avoir un contexte, hein, forcément, ce qui se passe en ville et tout, c'est leur premier match après ce qui s'est passé, à domicile, mais bon, sur le plan strictement sportif, pas compris ce qui s'était passé, chez les Lakers. Oh, bah, ils ont mis 40 points en deuxième mi-temps, après en avoir mis 62 en première. Effectivement, en première, Anthony Davis, LeBron James, Austin Reeves aussi a été bon en première mi-temps et il y a eu un 10-0 au cours du troisième Mmh. quart-temps, 10-0 passé par les Spurs avec, sur ce 10-0, je crois qu'il y a 3 pertes de balles de LeBron Ouais. et à partir de là, ouais, c'était oui, ouais, comme j'ai dit, 40 points en deuxième mi-temps, tu l'as très bien dit, c'est une équipe qui a disparu. Peut-être ils étaient à court de rythme aussi, ça Mmh. peut s'expliquer. Il y a eu une petite Peut-être. pause, il y a ce qui se passe à LA et les Spurs ont c'est marrant parce que donc il y a 3 joueurs à 23 points, mais paradoxalement, c'est Harrison Barnes qui a fait pas mal la différence en deuxième mi-temps, dans le sens où les Spurs n'ont pas arrêté de s'appuyer sur des post-up d'Harrison Barnes qui avait l'avantage physique sur Christie et sur Austin Reeves et Harrison Barnes finit à 17 points. Mais au-delà de ça, donc il y a 23 points de Victor qui a été surtout présent, enfin qui a surtout eu un gros impact en première mi-temps. Il a pas Face forcé, aux c'est bien ça. étincelles. Il Ouais, a c'est pas ça cherché exactement, même ouais. même quand le score était pas en leur faveur, il a pas cherché à forcer, il a été sobre, je trouve. C'était des paniers simples, pas trop de tirs compliqués. Alors on lui reproche pas de prendre des tirs compliqués parfois, hein, c'est aussi ça son style de jeu, mais ouais, j'ai trouvé qu'il avait pas forcé, qu'il était, quand même influent et moi, ouais, tu as raison, Barnes a eu une bonne période. J'ai bien aimé, je trouvais que Chris Paul, faisait pas son âge à la Mmh. fin. Ouais. J'ai trouvé que Vassell et Cassel étaient très bons. Champagny, le seul panier qu'il met, c'est un panier important. Il prend un rebond devant tout le monde, alors qu'il y a 3 joueurs autour. Enfin, c'est une bonne deuxième période, en tout cas des Spurs. Je crois que le score en deuxième mi-temps, tu as dit, ils ont mis 40 points les Lakers, il y a 73-40 sur la deuxième mi-temps quand même. Mmh. C'est voilà, match Bah, c compliqué, qui est pour les Lakers que j'ai trouvé éteint, à partir du moment où j'ai regardé, encore une fois. et du coup, tu vois, c'est les vingt donc il y a 23 points de Cassel, 23 points de Vassell, 23 points de Wembanyama. C'est un peu un petit aperçu éventuellement de ce que peut être, de ce que peuvent devenir les Spurs, dans le futur, c'est-à-dire avec trois joueurs clés. C'est vrai que Cassel et Vassell ont été très bons dans Mmh. l'agression du cercle. Il a mis des 3 points aussi, Vassell. Et Wembanyama, il a été bon en première mi-temps, je disais, et aussi au final très important dans ce tournant du match, le moment où les Spurs passent le 10-0 là. Il y Mmh. a sa dissuasion du cercle, ses dunks en contre-attaque. Il met un beau moulin en contre-attaque. Heu, L'image, elle est quand même surréaliste, hein, du ouais. moulin. Tu sens que bon, il se concentre un peu, mais enfin, pour n'importe qui, même un joueur pro, il faut vraiment, c'est une exécution technique qui est pas si simple, mais l'image, la caméra sur le panier, tu le vois, tu as l'impression enfin, c'est hyper simple. Il est tellement déjà près du panier que mais ça reste spectaculaire quand même. Il y a une vidéo qui tourne où je sais plus, je crois que c'est Barnes qui est en train de se faire interviewer à l'entraînement Mmh. et derrière tu vois Victor qui dunk de la ligne des lancers francs sans aucun, tu vois? Comme si, donc peut-être qu'il le cassera un jour en match. Mais Ouais. ouais, allez, en tout cas, belle victoire des Spurs et ouais, j'ai bien aimé cette équipe des Spurs, malgré l'absence de Jeremy Sohan,
assez sympa à suivre. Il y avait un choc encore au programme la nuit dernière, c'était celui entre le deuxième et le troisième de la conférence Ouest. Ça a tourné à l'avantage de Houston qui a battu Memphis 120-118 avec un excellent Jalen Green, 42 points de Jalen Green. Il avait vraiment été très bon tout du long d'ailleurs. Les Rockets qui sont revenus sur le fil, ils avaient 12 points de retard dans le quatrième quart-temps. Et il y a eu un 16-2, je crois, à un moment où ils repassent devant, les deux équipes se rendent les coups et c'est finalement Houston qui en sort vainqueur. Ouais, tu te doutes bien que j'ai bien aimé le match et la fin de match, c'était très serré. Je pensais que Memphis avait vraiment fait le trou quand ils étaient à plus 10, plus 12, comme tu disais, dans le quatrième quart-temps. Ja Morant faisait un bon match. Il était vraiment bien sur une bonne dynamique. Il finit avec 29 points, mais ce que j'allais dire, c'est que la fin, par contre, il perd une balle, il manque de lancer, alors que son équipe a réussi à repasser devant. C'est Jalen Wells d'ailleurs dont on parlait un peu dans le podcast d'hier que vous pouvez toujours écouter sur la chaîne. Parmi les bonnes surprises, Jalen Wells met un panier à 3 points, il sert Brandon Clark sur un lay-up derrière, ils reprennent un point d'avance, il me semble à 1 minute de la fin, et derrière Jalen Green décisif, les Rockets mentalement très très solides quand même, c'est aussi leur force, même quand ils jouent pas hyper bien, dans les matchs compliqués, ils ont cette espèce de goût de l'effort, de style un peu besogneux parfois qui leur permet de gagner des matchs. Jalen Green, j'étais hyper impressionné. J'ai l'impression qu'il a rien raté dans le match. Enfin, il ratait très peu de 13 sur 18 au tir. 13 sur 18. Je sais pas si c'est un joueur que j'aurais imaginé capable de faire ça quand il est arrivé dans la ligue ou même sa deuxième saison où je le trouvais très très c'est un peu erratique quoi dans les choix. Il cherche des trucs compliqués. Il se dit qu'il va y arriver. Là, de toute façon, depuis la deuxième partie de saison dernière, il est très en contrôle de ce qu'il fait, il connaît ses positions, il fait moins de trucs superflus. Là, 42 points, record personnel égalé pour Green, et il a été déterminant. Ouais, et d'ailleurs, c'est lui qui met le panier à la fin pour passer devant. Moi, Morant, je vais enfoncer le clou. C'est la défaite, clairement, elle est pour lui. Il perd plusieurs ballons à la fin. À la fin, il fait que des mauvais choix. Dans la deuxième moitié de quatrième quart-temps, il y a quasiment que des mauvais choix. Même la passe pour Clark, elle est un peu chanceuse. Ouais. Il y a plein de fois où il a le syndrome du meneur qui saute en l'air et qui, une fois en l'air, commence à chercher la décision pour prendre la passe. Et ça, c'est absolument déconseillé. C'est quand même un truc, s'il veut s'affirmer, voilà, c'est un match, c'est la vérité d'un match, mais c'est le genre de truc que tu dois gommer de ton jeu si tu veux vraiment être un meneur performant. Il y a effectivement les 2 lancers ratés et il y a une défense catastrophique de Morant. Il est en position défensive haute à chaque fois. Il se met jamais en position basse. Il lutte pas à travers les écrans. Du coup, ça complique vachement la vie des Grizzlies qui ont toujours été obligés de blitz, de prendre à 2 le porteur de balle sur les écrans parce que jamais Morant va faire l'effort de passer à travers. Et du coup, il y a eu plein de situations où Van Fleet, il lâche la balle. Alors ça peut être Sengun ou quelqu'un d'autre qui récupère la balle et il se retrouve en situation un peu de 4 contre 3. Et quand tu as un mec comme Amen Thompson qui part du dunker spot aux lignes de fond, c'est cadeau pour les Rockets. Les Rockets ont pu marquer des points alors que les Rockets ont perdu plein de ballons sur ce match. Ils ont effectivement pas toujours très bien joué. Mais sur la fin de match, je trouve que Morant a pénalisé. Voilà, c'est l'affaire d'un match, ça ne sera pas le cas à tous les coups, mais sur ce match-là, voilà, malgré ses 29 points, j'ai trouvé que Morant avait vachement pénalisé les Grizzlies sur la fin. Ce qui est dommage pour eux aussi, et ce qui est dommage pour les Grizzlies, c'est qu'ils arrivent à limiter Sengun à 17 points, il fait 6 pertes de balles, il fait pas un bon match, il rate beaucoup. Mais à côté de ça, les autres, Green a fait un super match. Amen Thompson, dont on parlait là aussi hier, dans les bonnes surprises de la saison, 19 points, 13 rebonds, 4 passes, 5 contres. Hyperactivité totale, et il a encore une marge de progression et c'est celui qui joue le plus dans l'équipe maintenant. À la base, c'est un remplaçant et c'est celui qui a joué le plus hier. Je pense que Jabari Smith retrouvera jamais sa place de titulaire. Je pense que là, c'est fini. Amen Thompson, c'est au plus très important dans le quatrième quart-temps. Ses stats, elles gonflent énormément dans le quatrième quart-temps parce qu'il est partout dans le quatrième quart-temps. Souvent, il était à la finition parce que, comme je disais, il y avait ces situations un peu de 4 contre 3. Non, il a été très bon. Après, c'est des beaux matchs, les Memphis-Houston. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Après, ils sont pas partis pour se jouer en playoff, mais ça aurait été une très belle série de premier tour, je pense. Ça fait 2 fois en quelques jours que Houston bat Memphis quand même. Il y a un petit ascendant psychologique qui se dessine et c'est la 3e fois cette saison. Il y a 3 victoires en 3 matchs pour les Rockets contre les Grizzlies. Il y aura encore un match fin janvier, il me semble, fin janvier entre les deux.
que je raterai pas parce que voilà, tu le sais, c'est 2 équipes que j'aime bien voir cette saison. Allez, on reste sur les non, pas le carton individuel. On peut passer d'abord à la victoire, à la belle victoire des Pistons sur le parquet des Knicks. 124-119, 36 points de Cade Cunningham, Chaud. qui a porté Detroit à la 10e victoire au cours des 12 derniers matchs pour Détroit. New York qui s'incline à domicile, peut-être un peu fatigué du match de la veille contre Milwaukee. Mais voilà, très belle victoire des Pistons. 22 points aussi de Malik Beasley qui a mis des paniers importants à la fin. Il a mis notamment le 3 points qui conclut l'affaire sur le parquet des Knicks. Il en met 2 dans les 40 dernières secondes avec une belle insolence derrière. C'est lui qui a fait la décision à la fin, hein. Mais sinon, c'est Cunningham qui a encore porté l'équipe. Il est vraiment excellent. Là aussi, je refais de la promo pour le podcast d'hier. Là aussi, c'est un joueur qu'on a évoqué parmi les grosses satisfactions et les belles surprises de la saison, au même titre que les Pistons. Et encore, ça fait 2 fois de suite que Détroit bat New York, hein, c'est pas un hasard. Avant, ils avaient perdu les 16 derniers matchs, leurs 16 derniers matchs contre les Knicks. Ils sont en train d'inverser la tendance et ils ont encore fait un bon match collectivement avec cette individualité que je trouve vraiment, vraiment impressionnante et digne du All-Star Game, hein. Pour moi, s'il n'y est pas, c'est qu'il y a une injustice quelque part. Après, j'ai pas réfléchi à Il y sera, j'y ai réfléchi un peu, il y sera. Ouais, je sais pas de qui sera la personne qui sautera ou qui se sentira lésé cette année si Cunningham y va, mais il est adroit, à mi-distance c'est fort, à 3 points il trouve une forme de confiance aussi, là il shoot à 50% cette nuit. Il fait même pas beaucoup de passes alors que c'est quand même une de ses forces aussi cette année, c'est que c'est un gros playmaker. Je suis impressionné par sa saison et puis globalement par ce qui est fait à Détroit. Même si là les Knicks c'était un peu, je les ai pas trouvés. C'est toujours ce qui m'embête avec les Knicks, c'est que le visage change vraiment d'un match à l'autre. Tu vas tomber sur un soir où ils vont foutre 140 points aux Bucks en étant incroyables en attaque, et le lendemain ils vont pas réussir à défendre correctement alors que c'est quand même aussi l'identité de l'équipe contre une équipe qui est pas la plus forte de la ligue en attaque. C'est un peu ces visages changeants chez les Knicks qui me dérangent pour l'instant chez eux. Je peux pas accepter d'entendre que la défense, c'est l'identité des Knicks. Non, c'est plus le cas. C'est non, peut-être c'est plus le cas. l'identité du coach, c'est l'identité de la T'as raison. franchise, mais c'est pas l'identité de cette équipe qui est une excellente attaque. Et son identité, c'est justement son 5 majeur qui est incroyable en attaque. Je parlais un peu de fatigue parce qu'effectivement, la défense a été mauvaise, surtout dans les moments clés. Ils ont été incapables de faire des stops, les Knicks. Tu vois, le match était super serré, tu vois. Et là, ça joue à 5 points d'écart, mais pendant longtemps, il n'y a qu'une possession d'écart. Et les Knicks n'arrivent pas à faire ce stop qui leur permet derrière d'égaliser ou de repasser devant. Il y a pas tout ça. Il y a Jalen Brunson, tu vois, il fait 31 points en space, donc il fait ses stats. Kat, il fait 26-12. Michael Bridges, il fait 27 points en ayant de l'adresse extérieure. Mais voilà, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de stop du 5 majeur des Knicks qui n'a pas été capable de vraiment. Alors, ils ont réussi à sortir la balle des mains de Cunningham à la fin. Mais voilà, il n'y a pas cette capacité à stopper l'adversaire. Et même Beasley, tu vois les tirs qu'il prend. Alors, il y a des belles circulations de balles, mais au final, il a un tir ouvert un peu trop simple, le tout dernier notamment. Tu dois pas laisser un shooter. Enfin, après, c'était better offense pour le coup, mais ouais, pas de stop. Comme je disais, c'est un back-to-back. Ouais, mais en fait, tu as raison. Ce que je veux dire c'est l'espèce d'idée que je me fais et qu'on a vu pendant quelques temps avec les Knicks. Oui, ça commence à remonter. C'était il y a 2 ans, 1 an et demi. Mais quand je vois l'effectif, même juste le 5, alors oui, Brunson et Kat, c'est pas des bons défenseurs. Mais sur le terrain, tu peux mettre Anunoby, Hart, Michael Bridges. Non, moi, j'ai dans le but, normalement, ça doit être une défense correcte, en fait, c'est pour ça. Et parfois, ils déjouent totalement de ce côté-là. Ils sont incapables de faire les stops, comme tu dis. Ouais, mais tu as 2 mauvais défenseurs sur l'axe le plus important, l'axe 1-5, qui est souvent provoqué. Les Knicks, voilà, je suis allé chercher la stat, du coup, ils ont la 15e défense de la ligue. Ils prennent 112,7 points par match. C'est la 15e défense NBA, donc c'est pas une défense catastrophique. Sachant que dans le lot, il y a quelques blowouts qui aussi arrangent leur stat défensive, mais c'est pas, voilà, on n'est pas dans le top, on n'est pas du tout dans le top 10 des meilleures défenses. Par contre, c'est la 3e attaque. Donc c'est surtout une attaque flamboyante. Golden State s'enfonce la chaille. Je pense qu'on touche le point le plus bas de la saison jusqu'à présent des Warriors. Les Warriors ont perdu contre les Raptors 104-101 en se faisant remonter dans les 2 dernières minutes.
en étant incapable de mettre un panier à la fin et donc en s'inclinant contre l'une des équipes les plus faibles de la ligue. Et du coup, Golden State a un bilan négatif pour la première fois de la saison, 19 victoires, 20 défaites. Ouais, ça pique, ça se passe vraiment pas bien là, en ce moment du côté des Warriors. Il y a 26 points, 7 rebonds, 7 passes de Steph Curry, 20 points d'Andrew Wiggins. Mais voilà, une défaite ouais, qui fait tâche, vraiment. Ah, ils avaient un petit matelas d'avance. Tu te dis pas qu'ils vont perdre contre les Raptors, qui sont en roue libre, qui sont pas bon, ils jouent les matchs, pour essayer de les gagner, mais normalement, quand tu as le contrôle d'un match comme ça, ils avaient genre 10 points, 10 minutes de la fin, normalement tu gères bien, quoi. Et non, ils se sont fait remonter, ils se font, dans la dernière minute, ils se font repasser devant. Là, il y a un panier d'Agbaji qui fait qu'ils repassent, que Toronto repasse devant. Bud Hield a un tir à la fin, Curry a une opportunité aussi, ça va pas. 4e défaite en 5 matchs, il y avait pas de Draymond Green, certes, mais bon, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on dit il y avait pas un tel. Wiggins était, excusé pour raison personnelle, Green était, blessé, Curry mis au repos, mais normalement, enfin, évidemment, si tous les cadres sont pas là, tu peux dire bon, allez, c'est normal, mais là, avec 2 cadres sur 3, même juste Curry, normalement, tu peux te dire que ça suffit. Et autour, les role-players sont quand même des joueurs très corrects. Même si le banc, je le trouve de moins en moins. En début de saison, c'est assez bien. C'est cool avec Kyle Anderson, avec Kevin Looney, Moody. Bah, même Moody, tu vois, Moody qui est un joueur qu'on aime bien tous les deux. Là, sur ce match-là, les tirs qu'il a, il les met pas. Et à partir du moment où il met pas les tirs en bonne position, c'est compliqué. Les Warriors, 16 sur 46 à 3 points, c'est pas digne des Warriors. Ouais, la rotation profonde, comment dire, l'avantage de la rotation profonde qui a souvent été vanté au début, par nous aussi et par Steve Kerr qui était. Ce que je dirais que la petite différence, c'est que ça fait un moment que beaucoup d'observateurs, dont nous, demandent un trade, pensent vraiment qu'il faut faire un trade. Et Steve Kerr a longtemps, alors peut-être que c'était juste un discours politique, était en mode non, pas de trade. Nous, c'est la force du nombre, etc. On revient à ça. Mais là, on voit que la force du nombre, elle monte ses limites. Il y a vraiment du mal à mettre des points. Dans les derniers instants, dans les moments clés, il y a Wiggins qui rate, il y a Curry qui rate, il y a Bud Hield qui rate. La greffe avec Schroeder prend pas. Je comprends pas Schroeder titulaire. Je pouvais comprendre Schroeder aux Warriors, pourquoi pas, mais Schroeder titulaire, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu veux mettre Schroeder et Curry ensemble. C'est pour moi la même chose que quand il y avait Curry et D'Lo ensemble, en fait. Tu sais que c'est. Alors, ça va pas durer longtemps parce que Curry s'est blessé, mais c'est une association que je capte pas. Et d'ailleurs, du coup, en 14 matchs, Schroeder, il y a que 5 victoires. 5 victoires des Warriors avec Schroeder en 14 matchs. Il manque une deuxième star. Bon, après, là, Curry a dit après le match qu'il pense que son équipe ne doit pas faire un move désespéré. Et il a certainement raison. Alors là, parmi les absents, il manquait aussi Kuminga qui est blessé et Podziemski qui est blessé. Donc il manquait un peu de monde. Ça fait des joueurs de qualité en moins. Mais sur la période, les Warriors, ouais, c'est problématique. Contre des gros adversaires, je veux bien. Contre les Raptors, tu peux pas dire oui, bon, on avait 3 absents, mais toutes les équipes ont des absents à ce stade-là. Quand tu as ton meilleur joueur qui est là, tu as ton 3e meilleur joueur qui est là, tu as la plupart de ton banc. Il manque, c'est important, hein, Green, Kuminga, Podziemski, ils sont importants dans l'équipe, je dis pas le contraire. Hein. Mais bon, il n'y a pas trop d'excuses, je trouve là. Ouais, non, je te rejoins. Allez, un autre gros carton la nuit dernière, c'est celui d'Anthony Edwards. Victoire de Minnesota contre Washington, 120-106, avec 41 points d'Anthony Edwards, dont 20 dans le dernier carton, ou 21, 20 ou 20, je crois, dans le dernier carton, 20 dans le 4e carton, pour se mettre à l'abri. Voilà, les Timberwolves étaient déjà au contrôle, mais c'était plutôt serré. Et là, ça a accéléré sous l'impulsion d'Edwards, avec là aussi un 16-2, je crois, qui a été passé en fin de match. Ouais, ils ont eu besoin de ça quand même parce que les Wizards sont plutôt bien battus, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Ils se mangent quand même quelques blowouts ces derniers temps, mais là, Washington s'est très correctement battu, notamment nos Français qui ont été corrects. Hein. 13 points, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres pour Alex Sarr en 28 minutes à 4 sur 10, dont un 3 sur 5 à 3 points qui n'est pas inintéressant. Bilal Koulibaly, 15 points, 3 passes à 6 sur 10. Ouais, bon, le résumé, c'est Anthony Edwards s'est fâché dans le 4e quart-temps et ça leur a permis de se détacher d'un match où ils n'ont pas été incroyables. Sinon, au-delà de ça, et Rudy Gobert, 11 points, 11 rebonds, un petit contre en 33 minutes. Ouais, par contre, c'est la 4e victoire en 5 matchs pour Minnesota, qui, même sans forcément convaincre, réussit à se maintenir à l'Ouest. C'est presque le plus important.
C'est pas perdre le contact, de pas perdre le contact justement, ce qui peut se passer assez vite, hein. Tu vois, les Warriors, il y a pas longtemps, ils étaient dans le top 6 ou pas loin, et là maintenant ils sont 12e. Alors, Ouais, ils c'est sont un peu encore très décrochés, ouais. c'est encore serré, hein, en termes de classement. Là, tu gagnes 3 matchs, tu repasses 7e. Mais il faut faire gaffe à pas se faire décrocher. Les Timberwolves, au moins, ont assuré l'essentiel. Ouais. Le dernier match de la nuit, les Clippers ont battu le Heat 109-98. Un big three de Los Angeles pour faire la différence. C'est 21 points, 20 rebonds d'Ivica Zubac, 26 points, 11 passes de James Harden et 29 points de Norman Powell. Kawhi a joué 21 minutes, il a mis 6 points, 5 rebonds, 2 interceptions. Ouais, c'est pareil, je me suis mis sur le match, Miami dominait largement et après il n'y avait plus personne. Les Clippers ont fait une très bonne deuxième mi-temps et le Heat a pareil, perdu pas mal de ballons, a eu du mal à avoir du répondant, et puis les 3 que tu as cités ont très très bien fonctionné ensemble, et Tyler Herro était très très bon en première période, hein, et il finit avec 32 points. Après, plus d'adresse, moins de combativité, peut-être un peu de fatigue après la bonne série de matchs récente. Il manquait Bam Adebayo aussi au passage. C'est pas ce qui n'est pas anecdotique, mais ouais, défaite du Heat, avec en parallèle de ça des petites infos autour du Heat, des rumeurs balancées ici et là, qu'on peut peut-être commenter si tu veux. Yes, juste j'allais te dire, ton gars Kelly Oubre a fait 19 points. Ah enfin, non mais c'est-à-dire que sachez que dans mes innombrables Fantasy League ESPN que j'ai avec mes potes là, depuis le début, dans toutes, j'ai drafté Kelly Oubre en début de saison en me disant, vous allez voir, ça va être la surprise, il va faire des matchs avec 6 contre, 7 contre, des doubles-doubles. Bon, ça a été entre des petites blessures et le fait qu'il joue très peu et pas du tout de stats. Et là, ça y est, Kelly Oubre est libéré. Yes. Et oui, effectivement, tu parlais de petites infos du côté de Miami, c'est-à-dire qu'on continue d'en apprendre un peu sur la situation autour de Jimmy Butler, et aussi, là, pour le coup, sur l'attitude de Jimmy Butler. C'est-à-dire qu'il y a un papier qui est sorti chez l'Insider. Jake Fisher, ouais. C'est Fisher Jake qui Fisher, ouais. Parfois à prendre avec des pincettes. Bien sûr, toujours. Mais bon, là, maintenant, il est plus affilié à un média, je crois. Il est en journaliste freelance avec Mark Stein, il me semble. Exactement. Et Mark Stein, pour le coup, je trouve très fiable. Mais bref, il y a pas mal d'infos sur Butler, sur l'attitude éventuellement qu'aurait Jimmy Butler. Et c'est intéressant, c'est que il y a aussi des mots qui viennent de Tim Hardaway Senior directement sur le fait que Butler manquait énormément les shoot around du matin, il participait pas toujours, et il réclamait, il préférait prendre des avions privés plutôt que voyager avec l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une attitude un peu comme ça, et ça a fini par saouler tout le monde, et même Kyle Lowry, qui était quand même le joueur le plus proche de lui au sein du vestiaire, même Kyle Lowry a fini par en avoir marre apparemment. C'est ça, en fait, ce qui est décrit. Alors, il faut toujours se demander d'où viennent les infos. Est-ce que Tim Hardaway, il n'est pas mandaté par Pat Riley? Un peu, exactement. Il a envoyé au front c'était à la radio, il a dit ça sur Sirius XM, en mode on manque pas de respect à l'autorité d'une franchise, c'est ce que Butler a fait. Si tu supportes pas le rejet, c'est parce qu'on t'a toujours dit oui. Bon, voilà, bref. Et c'est lui aussi qui révèle que Pat Riley a envoyé un courrier de 10 pages au syndicat, parce que le syndicat, évidemment, va défendre un joueur qui est suspendu, en tout cas, va enquêter là-dessus pour pas qu'il y ait d'abus. Et Pat Riley a envoyé un courrier de 10 pages au syndicat pour décrire la plupart des écarts de conduite que tu as décrits. Il y a aussi, en tout cas dans ce papier, le mécontentement de Butler, qui donc est décrit comme une diva par rapport avec son comportement. C'est aussi lié aux choix sportifs qui ont été faits, au-delà même du fait qu'ils n'ont pas réussi à faire venir une autre star, ce qu'il aurait apprécié, hein. C'est qu'ils sont séparés de joueurs qu'il estimait indispensables, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et notamment Max Strus qui a été, entre guillemets, pas sacrifié, mais ils l'ont laissé partir parce qu'il fallait aussi pouvoir payer Duncan Robinson. Ils ont gardé plutôt Robinson, c'est en tout cas comme ça. Ils avaient déjà payé Robinson. C'est pas fait ça. Ils avaient déjà payé Robinson et ils n'ont pas voulu repayer quelqu'un d'autre. Ils avaient déjà payé Robinson. Et Strus, apparemment, Butler était hyper proche de lui. Il aimait bien l'espèce d'humour cynique, les petits jeux qui se faisaient. Donc, en plus d'être un bon joueur, évidemment. Et il n'a pas non plus aimé le départ de Gabe Vincent pour les Lakers. Lui aussi, c'était en tant que free agent, si je ne dis pas de bêtises. Donc même des petits, le fait qu'ils n'ont pas réussi à garder ces gars à lui. Même Caleb Martin aussi. Voilà, et qu'il n'a pas eu le recrutement qu'il espérait, certainement. Donc c'est un ensemble qui fait que Butler est mécontent, et ça commence à remonter un peu. Tout ce qui est décrit au niveau de l'attitude, ça date pas de là. La suspension n'a pas été provoquée par un comportement très très récent. C'était déjà l'année dernière, visiblement. Il était un peu en marge du groupe. Voilà. Mais de toute façon,
sans... On va savoir à quel point c'est vrai. Par contre, même de l'extérieur, Mmh. tu sens quand même un certain désintérêt de Jimmy Butler pour la saison régulière depuis 2 ans. Ouais. Et ça me semble. Ouais, tu vois, ça te paraît réel. Tu sais pas quelles sont les motivations derrière, qu'est-ce qui se passe exactement, mais tu te dis: «Non, mais lui, pour le coup», on parle des fois de joueurs qui veulent pas jouer. Je dis pas que Jimmy Butler, il veut pas jouer, mais tu sens que, je sais pas, qu'il y a pas la même motivation pour la saison régulière et ça peut s'expliquer par le contexte, tu vois, par l'environnement. Moi, je pense que Jimmy Butler, ça reste un énorme compétiteur, mais qu'il y a peut-être effectivement quelque chose qui se passe pas très bien du côté de Miami ou qui se passe plus très bien du côté de Miami. Et on est arrivé au point de rupture. Sauf que, c'est un trade, je crois qu'on l'a dit dès le départ, qui est très, très difficile à mettre en place. Surtout si, selon ce qui a été dit, l'agent de Jimmy Butler décourage certaines équipes. Certaines Mmh. équipes, c'est que Memphis, je comprendrais pas pourquoi il aurait pas envie d'aller à Memphis, tu vois? Mais même apparemment Memphis et Milwaukee sont 2 équipes, qui se sont intéressées sur le dossier et dont l'agent aurait tout de suite, mis un stop en mode: «Non, non, non, mais ça sert à rien, cherchez pas à faire ce trade, on restera pas chez vous». Moi, ça m'étonne beaucoup. C'est 2 équipes compétitives qui auraient justement bien besoin de Jimmy Butler et du coup, le message envoyé, c'est Jimmy Butler, il veut que Phoenix Mmh. et les Suns veulent bien Butler, mais pour faire ça, c'est quasiment impossible. Faut trouver. Miami a déjà fait comprendre que Bradley Beal, ça les intéressait pas et je comprends tout à fait. Du coup, il faut trouver une 3e équipe qui serait prendre Beal et dans ce cas-là, il faut que ce soit une équipe où Beal accepte d'aller parce qu'il a toujours sa no trade clause. Ouais. Ça paraît quand même très compliqué cette affaire. C'est compliqué, mais et du coup, je me demande maintenant, une fois là, la suspension, elle va bientôt prendre fin, la suspension de 7 matchs. Elle est reconductible, en fait. Ah d'accord, OK. Enfin, elle est reconductible. Dès le départ, je sais plus si c'était Windhorst qui avait déclaré, qu'en fait, c'était 7 matchs pour l'instant, mais que Mmh. Ça peut c'est être même jusqu'à pas nouvel sûr. ordre. Voilà, Mmh. exactement, c'est Ouais. pas dit, du tout qu'il rejoue, pour l'instant, en tout cas, avec le Heat. Au Ouais, donc moins jusqu'à la l'alternative, deadline après. ouais, et l'alternative, c'est, qu'il parte en fin de contrat, enfin qu'il se désengage, qu'il active pas son option et qu'il parte libre à la fin de la saison. Ouais, voilà, sachant qu'après, je pense qu'au fond de lui, Butler, il sait que ça sera, enfin, ses représentants, ils doivent lui Mmh. indiquer que ça sera pas non plus simple d'aller chercher le contrat qu'il réclame, tu vois? Surtout s'il a pas joué avant ou s'il a, tu vois, c'est le plus simple, c'est d'arriver dans l'équipe dans laquelle il a envie de jouer Ouais. et cette équipe, il y a la prolongation, elle se fait naturellement, tu vois? Mais donc il y a le transfert là pendant la saison. Mais si c'est que Phoenix, ça me semble compliqué à mettre en place et je suis un peu après. Je dis pas que les Grizzlies auraient dû faire. Je dis pas que les Grizzlies, forcément, c'était une bonne idée de faire ce move, mais je comprends pas pourquoi lui, de sa perspective, il refuse Memphis. Parce qu'il y a pas que le sportif qui l'intéresse non plus. Enfin, il y a ça, mais Ah non. j'imagine que financièrement, il doit réfléchir à ça aussi. Il veut des garanties ou en tout cas son agent le convainc qu'il a besoin de garanties. Enfin voilà, c'est toute une réflexion qui peut-être nous dépasse un peu. Nous, on s'attache un peu aux sportifs et Mmh. voilà. Oui, tu as raison. Bon, en tout cas, on verra comment évolue cette histoire, mais il y aura encore d'autres choses qui vont sortir là-dessus, parce que je pense qu'il y aura pas un transfert demain, donc Non. après, plus on se rapproche de la deadline, plus effectivement peut-être toutes les parties impliquées auront envie de trouver une solution à cette affaire, mais pour l'instant, voilà. Ouais. Voilà, on en est un peu au point mort. On peut peut-être rajouter très brièvement quelques infos aussi, tu sais, sur le procès du frère de Michael Ah Porter oui, Jr., John T. Porter, ouais. John T. Porter. Parce que quand même, on a quand même appris qu'il carrément, il envoyait des SMS pendant les matchs pour tenir au courant les parieurs de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, ah bah là j'ai simulé une blessure, je rentre au vestiaire. Ou ah là, je vais jouer dans le 4e quart-temps, donc je vais prendre plein de tirs. L'histoire est quand même dingue. On parle d'un joueur pro qui avait un contrat pro. Alors certes, pas un contrat, je crois qu'il n'y a même pas le million sur son contrat, mais quand même un contrat de basketteur professionnel en NBA, dont le frère a touché 100 millions de dollars. Ouais, Plus de 100 millions de dollars. c'était déjà au début, au moment où l'affaire est sortie, on savait qu'il y avait, ce qui lui était reproché, c'était ça, c'était d'être sorti sur blessure à des moments où il y avait des paris sur ses matchs, et cetera. Et là, maintenant, s'ils ont trouvé en plus les preuves, s'il y a les preuves qui sont sorties en plus, la situation ne fait que s'aggraver. De toute façon, là, il a déjà été condamné, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'après son dossier peut être encore aggravé? C'est bien malheureux tout ça. Yes. Bon, allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera ce soir pour la late session, le retour de la late session sur Twitch, Yes. autour de 23h. Voilà, un peu après 23h, on sera en direct, Chai et moi, sur Twitch. Soyez au rendez-vous et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. À demain.
Ciao à tous, bonne journée. Ciao.